Chers collègues du réseau Climat Développement, c'est avec beaucoup de tristesse que l'équipe d'Énergie 2050 n'a pas pu se joindre à vous à Casablanca pour cet atelier annuel. Mais on est avec vous par le cœur et par l'esprit. Et en concertation avec l'équipe organisatrice, on a décidé de faire ce petit enregistrement pour partager avec vous un ressenti, un témoignage, un retour d'expérience de notre vécu Énergie 2050 et nos partenaires dans l'exercice de l'élaboration des contributions prévues déterminées au niveau national qui, comme vous le savez tous, ont été le socle de l'accord de Paris et bien sûr vont constituer un élément tout à fait important pour les prochaines années avec une application, vous vous en doutez et vous le savez déjà, très forte, présente et à venir de la société civile dans sa mise en œuvre. Donc je vais vous parler de ce que nous on appelle le défi de la mise en œuvre, puisque vous le savez, l'accord de Paris a donné des éléments de cadrage, un grand accord politique dit historique, mais qui demain bien sûr doit se concrétiser par des actions sur le terrain et qui bien sûr vont contribuer à la réalisation de cet objectif ambitieux qui est de maintenir la hausse des températures à un niveau inférieur à 2 degrés, tout en étant dans la trajectoire des 1,5 degrés. L'objectif, j'ai envie de dire, idéal, annoncé dans l'accord de Paris, réannoncé officiellement dans l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, tout d'abord, il faut aussi se souvenir que ce n'est pas un accord, c'est plutôt un paquet composite. L'accord lui-même est composé de 29 articles, mais il est adossé, bien sûr, sur la base des CPDN, qui vont devenir, nous le verrons plus tard, les CDN, contributions déterminées au niveau national, mais aussi de la décision 1/CP21, qui comporte toutes les modalités de mise en œuvre, de travail, j'ai envie de dire, pour concrétiser d'abord l'engagement, deuxièmement l'ambition près 2020 qui doit augmenter, et enfin tout le défi de la mise en œuvre avec la comitologie technique que nous connaissons tous. Il y a aussi dans ce paquet composite l'agenda de l'action, l'agenda pour Lima, donc Lima Paris et son bouquet d'initiatives, et enfin les autres décisions habituelles que nous connaissons tous dans le cadre des instances décisionnaires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors pour revenir au niveau de l'accord de Paris lui-même, il est organisé autour de 29 articles. Alors l'idée n'est pas bien sûr de les passer tous en revue ici, mais dans ces articles, beaucoup sont finalement en lien avec ces CPDN, les CDN demain, mais beaucoup touchent un petit peu puisqu'on a par exemple l'adaptation, on a les pertes et les préjudices, on a la finance, le transfert de technologies et ainsi que d'autres choses comme les objectifs de développement durable. Tout cela étant bien évidemment intégré, nous allons le revoir ensuite, dans le cadre de ces CPDN qui, je le répète, ont été la base de l'accord de Paris. Alors, pour revenir à cette logique de l'élaboration des CPDN, peut-être juste un petit retour historique en arrière. On a été depuis quelques années dans un processus assez innovant, finalement qui remonte à l'échec des négociations et de la mise en œuvre d'un protocole de Kyoto 2, avec finalement l'incapacité des États, d'une part, à se répartir au niveau global un objectif, et enfin à le décliner au niveau pays, et bien sûr à tenir leurs engagements. Et finalement, progressivement est arrivé ce désir de s'appuyer sur ce que les pays pouvaient être en mesure de mettre en œuvre, les contributions prévues, déterminées au niveau national. Et on assiste depuis quelques années à un processus beaucoup plus ascendant, ça a été toute la genèse de l'accord de Paris, plutôt que descendant comme c'était le cas par le passé. Alors ascendant veut dire que, et c'est là où l'originalité a été, c'est que chaque pays a été invité à élaborer ce qu'il pouvait mettre en œuvre. Alors évidemment basé sur les réalités nationales, on y reviendra ensuite, tout ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre au niveau national de manière à collectivement arriver à cet objectif de la Convention. Alors, on pourrait dire que cet exercice a été intéressant, oui, mais néanmoins, cette espèce de créativité qu'on a laissée à tous les pays, finalement, quand on fait le total de ce qui a été mis sur la table juste avant Paris, le compte n'y est pas. Alors, on le reverra tout à l'heure, mais c'est un des principaux défauts, et évidemment, tous nos travaux futurs vont devoir concourir à cette ambition qu'on doit inscrire dans la durée, mais surtout qu'on doit un peu créer, parce qu'aujourd'hui, les chiffres n'y sont pas, et il y a eu des récents rapports qui ont été mis en place par le secrétariat et par différents analystes, et il semblerait que sur les 161 CPDN communiqués à ce jour, donc correspondant aux engagements pris par 189 États, on soit encore loin du compte et plutôt sur une trajectoire 3,5, voire certains le disent 4 degrés, plutôt que sur une trajectoire de 2, voire 1,5. Donc ce qui veut dire que même si on peut dire qu'il y a un effort collectif et que pour le coup tout le monde s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, l'objectif est encore loin du compte et finalement on doit tous augmenter notre ambition. Alors, j'y reviendrai bien sûr dans le cas spécifique des pays en développement, parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas oublier, bien sûr, cette réalité historique du principe de responsabilité partagée mais différenciée, qui prend un goût particulier aujourd'hui, puisque
À l'époque, et ça j'insiste bien pour nos amis qui nous parleront de la justice climatique, on est tous bien conscients, en tous les cas nous les associations et d'une manière générale de plus en plus d'acteurs, on est bien conscient que s'il était encore possible d'avoir une trajectoire élégante de décroissance carbone basée sur des engagements progressifs dans le cadre d'un protocole de Kyoto 1, 2, 3, 4, qui aurait augmenté progressivement la contrainte carbone, bien sûr, les États industrialisés, donc ceux à la plus forte responsabilité historique n'ayant pas tenu leurs objectifs, aujourd'hui on voit bien que la question climatique s'impose avec bien évidemment beaucoup plus d'évidence encore qu'hier, et aujourd'hui les dégâts sont plus conséquents, certes au nord comme au sud, mais aussi bien sûr plus au sud encore qu'avant, et donc aujourd'hui on n'est non pas simplement dans la correction, dans la réparation, mais évidemment il y a un préjudice, et ce préjudice doit être évidemment traduit dans les CPDN et dans la réalité des financements et des outils d'accompagnement que tous on doit mettre en œuvre pour concourir à ce développement bas carbone collectif, mais bien sûr inscrit dans une logique de développement durable pour nos amis du Sud, plus que dans simplement une trajectoire de décroissance carbone pour les pays du Nord. Alors j'ai envie de dire en préambule aussi qu'on ne doit pas oublier que la science nous alerte, à répéter ces alertes depuis des décennies, mais on est aussi dans une logique désormais où on va devoir, de gré ou de force, s'imposer une sagesse collective. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas des spécialistes de l'énergie, mais aujourd'hui le GIEC nous l'a encore rappelé à l'ouverture de la conférence climat, c'est que nous avons trop d'énergie fossile. C'est une grande nouveauté pour l'humanité qui va devoir nous obliger à une certaine forme de sagesse collective, sinon évidemment on va exploser notre capital carbone. En clair et dit autrement, aujourd'hui, sur la base du stock disponible d'énergie fossile, nous allons devoir en laisser les 2/3 sous terre, sous peine évidemment d'être dans des scénarios catastrophiques, bien au-delà des pires scénarios climatiques aujourd'hui évalués par la science. Donc tout ça, j'ai envie de dire, d'un point de vue de l'accord politique ou d'un point de vue de la science qui alerte et qui plaide pour une action urgente, on voit bien qu'on a un impératif à agir, sinon tous ces accords-là n'auront absolument aucun sens, ce ne sera que de l'incantation, ou tout du moins une espèce de volonté, mais non inscrite dans la durée et dans la mise en œuvre d'objectifs concrets et d'actions concrètes. Alors, pour revenir au niveau des CPDN et des CDN aujourd'hui, puisque vous savez tous que c'est désormais le nom qu'on va leur donner, tel que ça a été écrit dans l'article 3 de l'accord de Paris, les CPDN, une des principales originalités des CPDN, c'est que le processus devait être, et a été pour le coup, inclusif. Inclusif veut dire inclure toutes les parties prenantes d'un pays, participatif, c'est-à-dire que chacun avait la voix aussi et devait être pris en compte au niveau de ses préoccupations, mais aussi de ses réalités, on y reviendra, et enfin devait être adossé à des mesures concrètes. Alors ça, c'est peut-être la plus grande nouveauté et qui, pour notre point de vue, puisque on a eu la chance, Énergie 2050, comme vous le savez, d'être associé avec beaucoup d'enthousiasme à l'élaboration de plusieurs CPDN, dont celle de nos amis togolais, mais aussi dans des États insulaires, aussi au Burundi, aussi à Djibouti et aussi au Sénégal. Donc on a eu cette chance d'être associé à ce processus et très clairement, ça a été vraiment beaucoup d'énergie, mais aussi pour comprendre la réalité des pays. Et cette réalité des pays, elle n'est pas basée simplement sur, j'ai envie de dire, une nécessité ou non de prendre en compte l'adaptation ou de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais j'ai envie de dire, la plus grande difficulté qu'on a eue dans l'exercice, c'est d'abord d'aller au-delà des peurs. Alors pourquoi des peurs? Parce qu'évidemment, c'était prendre des engagements. Et des engagements, je le rappelle, certains pays n'ont que, j'ai envie de dire, des contributions très marginales, et quand bien même demain elles augmenteraient leurs contributions en termes d'émissions de gaz à effet de serre, elles resteraient marginales. De mémoire, nos amis togolais ne sont que 0,03% des émissions mondiales. Et vous voyez bien que même si demain ils mettent en place une ou deux centrales charbon, ça restera des enjeux majeurs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Par contre, dès lors que l'on se place sur des enjeux de développement, on voit bien que tous les engagements qui pourront être pris, bien sûr, doivent être porteurs d'un développement et non pas limiter le développement. Et c'est en cela où je voudrais dire que l'élaboration des CPDN pour vous, pour nous, les acteurs de la société civile, et en particulier ceux de la société civile des pays dits en développement, il faut bien prendre en compte que les CPDN doivent être inscrits dans un impératif de développement. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on a commencé à voir dans plusieurs documents, c'est-à-dire un point d'entrée sur le développement, avec, et là je vais être très provoquant volontairement, non pas l'atténuation mais l'adaptation. En clair, comment prendre en compte un développement bas carbone, porteur de résilience, avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. Ça, c'est la grande révolution que je crois on peut espérer voir demain encore inscrit dans la durée pour les CPDN des pays en développement. Et je crois que certains pays l'ont déjà pris en compte. En clair,
non pas simplement se sentir concerné par réduire ses émissions, mais vraiment inscrire une logique complexe, mais néanmoins transversale, de développement bas carbone, avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, si on prend un bâtiment, construire un bâtiment sobre en énergie, évidemment, vous allez me dire, c'est logique, ça a une conséquence sur le niveau d'émission, bien sûr. Mais moi, je peux aussi vous l'expliquer d'un point de vue tout à fait adaptation. En clair, un bâtiment bas carbone, bas énergie, va vous permettre demain d'avoir moins besoin de le rafraîchir, avoir des conséquences sur le niveau de vie, sur la qualité sanitaire du bâtiment, et puis sur le long terme, sur limiter la pression sur l'énergie du réseau et ou sur l'énergie bois et ou sur l'énergie qui pourrait être sur un système isolé. Et de fait, vous allez créer toute une chaîne de valeur en disant que l'énergie peut être utilisée pour d'autres créations d'activités génératrices de revenus. Donc tout ça, in fine, oui, c'est d'adaptation parce qu'on y vit mieux. On utilise des matériaux locaux, des savoir-faire locaux, on va créer du marché local et puis bien sûr, in fine, ça va avoir des émissions réduites. Donc tout ça, vous voyez bien que c'est du gagnant-gagnant. Et deuxièmement, dans ce processus de logique de CPDN, en partant d'une prise en compte du développement comme une priorité, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est aussi de comprendre qu'il y a une logique de coût-bénéfice. Et très peu de CPDN aujourd'hui ont fait cet exercice. Et dans l'exercice de revue aujourd'hui qui est ouvert et qui va devoir être principalement, j'ai envie de dire, un enjeu majeur pour les pays en développement, c'est de bien voir la logique du coût-bénéfice, de cet intérêt d'entrée par un point d'entrée adaptation-développement, plus que par un simple point d'entrée atténuation, puisqu'une fois de plus encore, ce n'est pas l'objectif principal des pays en développement, sachant que cette responsabilité historique, évidemment, vous ne l'avez pas. Alors, pour revenir à ce processus collégial qui a été mis en place, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une opportunité, et là j'insiste beaucoup, au-delà de toute la difficulté que nous avons au niveau des négociations internationales, et on le voit bien de la mise en œuvre de l'accord, c'est qu'aujourd'hui, ça a été, et ce sera encore demain, une opportunité pour que toutes les forces vives d'un pays travaillent ensemble. Travaillent ensemble, mais autour de la même définition, j'ai envie de dire du même mot commun, du même dénominateur commun. Alors évidemment, je vous parle d'un monde qui n'a peut-être pas encore été tout à fait mis en œuvre dans tous les pays qui ont fait l'exercice, puisque quasiment tous les pays en développement ont fait ce travail-là, mais pour le coup, c'est intéressant. Et là, on voit bien qu'il y a eu 2 choses. Vous le savez, il y a cette trajectoire. Cette trajectoire, j'ai envie de dire, finalement, qui va prendre en compte tout ce qui est déjà inscrit, parce qu'évidemment, un pays ne va pas nous recomptabiliser ce qui est déjà inscrit dans son cahier des charges, dans ce qu'il a déjà en boutique, dans le cadre de la coopération internationale, mais aussi tout bêtement dans le cadre de ses politiques, des politiques de mise en œuvre des énergies renouvelables, une politique en faveur du bâtiment, de ville ou autre. Donc tout ça, c'est ce qu'on va dire, c'est la trajectoire classique, traditionnelle. Alors, certains pays, de mémoire, le Maroc, je crois qu'il est à 13%, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'il s'engage à mettre en œuvre, tout bêtement parce qu'il l'a déjà inscrit dans son cadre politique et qu'il a déjà financé, sécurisé dans le cadre de coopération ou autre, mais tout bêtement aussi par rapport à ses propres priorités nationales. Alors évidemment, cet exercice est encore incomplet. Prenons l'exemple du Maroc, de mémoire, ils n'ont pas encore pris en compte le secteur du tourisme dans l'élaboration de leur CPDN. Et on le sait tous que le secteur du tourisme est très consommateur en énergie, en matériaux, en eau, en compétition potentielle aussi avec des usages de la terre, pour des usages agricoles ou autres. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur qui n'est pas encore inscrit, mais évidemment, on sait tous que ce travail va être mis encore à nouveau sur la table. Alors pour revenir donc à ce genre d'exercice, ça j'ai envie de dire, c'est la trajectoire sur laquelle le pays, sans avoir besoin d'un accompagnement spécifique, mais tout en s'inscrivant dans déjà ce qui a été, j'ai envie de dire, concret, mis en œuvre, validé, sécurisé par des partenariats ou autres, il va le mettre en action. Et enfin, il y a une trajectoire dite conditionnelle qui, là, dans ce cas-là, va être soumise à des financements internationaux. Alors des financements et ou du transfert technologique et ou du renforcement de capacité, j'ai envie de dire tout le bouquet traditionnel d'accompagnement qui, normalement, doit s'inscrire dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies, mais aussi, bien sûr, dans le cadre des objectifs dits du développement, puisque vous le savez tous, ces objectifs-là ont fait leur apparition dans un des articles de l'accord de Paris, ce qui est une excellente opportunité pour faire enfin le lien entre développement, évidemment soutenable, mais aussi tout ce qui peut être résilient, adaptation et développement bas carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc pour revenir à cette conditionnalité, là c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on est bien dans une logique de développement et d'opportunité. Alors je vais attirer un deuxième point important sur ce que nous on considère comme des véritables opportunités, c'est que dans cet exercice, pour que ces chiffres aient un sens, oublions les engagements des pays développés, puisque finalement, eux, leur objectif et leur obligation va être d'augmenter l'ambition. Il n'y a pas à discuter. On sait bien que ça va être difficile, on sait qu'il y a déjà des annonces très schizophrènes, contradictoires, mais pour le coup, au-delà de ça,
on n'a pas à discuter leur objectif. Leur engagement va être d'augmenter l'ambition et surtout de tenir leur trajectoire de réduction et enfin d'adosser tout cela à du transfert technologique, du financement, du renforcement de capacité. Mais revenons aux pays en développement, c'est une véritable opportunité parce que c'est aussi un moment important où chaque fois qu'on va mettre un chiffre, chaque fois qu'on va mettre, j'ai envie de dire, une action, on va devoir l'adosser, selon les principes dits de transparence, à quelque chose de mesurable. Donc mesurable, vous savez, c'est le célèbre sigle MRV en anglais, mesurer, reporter, vérifier, et puis MNV en français. Mais néanmoins, vous savez tous que désormais, nous allons devoir tous travailler, au nord comme au sud, selon des principes progressifs dits de transparence. Et ça, c'est un enjeu nouveau, mais qui est intéressant si on le voit comme une opportunité. Par exemple, quand on va parler de mettre en place un cadre ou de dire une certaine proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'un pays en développement, là on va devoir l'adosser à quoi? Vraiment des actions concrètes. Est-ce qu'on va mettre en place une fiscalité spécifique? Est-ce qu'on va mettre en place un tarif d'achat? Est-ce qu'on va mettre une obligation de raccordement? Est-ce qu'on va mettre en place une obligation peut-être d'importation ou tout du moins des partenariats, des centres d'excellence, avoir plus recours aux centres techniques de coordination ou autre. Donc toutes ces actions-là vont devoir être adossées et ensuite suivies par le pays. Alors vous voyez bien qu'on pourrait le voir comme une contrainte, mais moi je continue à le lire comme une véritable opportunité, puisque nous savons tous que beaucoup de pays, en particulier en Afrique, mais aussi dans les États insulaires, n'ont pas eu accès aux précédents processus dits de marché, aux mécanismes dits de flexibilité, au marché carbone, et qu'aujourd'hui, on voit bien que cette transparence, vous et nous ne devons pas louper cette opportunité. Pourquoi? Parce que tout va être basé là-dessus. Que ce soit la coopération internationale, mais même dans le cadre des financements, comme le cadre du Fonds vert pour le climat, où on sait très bien qu'on nous a déjà demandé de travailler, certes à équité entre l'adaptation et l'atténuation, mais néanmoins adossé à des méthodologies, comment on va mesurer, comment on va pouvoir témoigner de l'additionnalité, de la performance, à la fois de l'aménagement, de l'investissement, de la transformation, du contexte national, bien sûr basé sur des réalités, mais tout ça, vous voyez bien, ce sont des grands défis, des grandes nouveautés, j'ai envie de dire, dans le cadre de la coopération, et qui chacun, que ce soit la société civile, mais aussi les différents acteurs internationaux, évidemment, vous voyez bien qu'on est tous autour de la table et qu'on va devoir adosser et témoigner de la performance de ce que l'on fait. Alors, pour continuer à avancer, une des bonnes nouvelles de l'accord de Paris, vous le savez, c'est que désormais nous avons un objectif d'adaptation. Alors, évidemment, il reste complexe, on n'a pas encore des méthodologies partagées, on ne sait pas encore trop bien comment on va le mesurer, mais vous voyez bien qu'il y a une espèce de concours, j'ai envie de dire, de concomitance de facteurs qui fait que tout ça va aller dans le même sens. Enfin, pour revenir toujours à cette espèce de suite, évidemment, de ces CPDN, qui, vous le savez, une fois de plus, vont devenir des contributions déterminées au niveau national, donc qui vont prendre de plus en plus un poids spécifique, avec une obligation de mesure au nord comme au sud. J'ai envie de dire, ce qui me paraît, moi, à titre personnel, quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce processus-là, il va être encore une co-construction. Et cette co-construction, elle est déjà présente dans l'accord de Paris. Alors, vous le savez tous, la société civile, dans toutes ses composantes, parce que ce n'est pas que les associations, c'est aussi les entreprises, c'est aussi les villes, les gouvernements dits sous-nationaux, les différents acteurs sectoriels, et tous ces gens-là sont maintenant de plus en plus reconnus dans le cadre de l'accord de Paris. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons d'autres opportunités d'agir, d'être évidemment toujours dans notre rôle dit de surveillance, les watchdogs, mais aussi cette fois-ci dans une complicité positive, force de proposition. Parce que nous savons tous, même si ce n'est pas écrit tout à fait officiellement, que l'ambition ne pourra venir que du terrain. Alors ça, c'est très important. L'ambition ne pourra venir que de vous, de nous, tous complices positifs, mais complices à différents niveaux. Pas que la société civile au sens associatif, une fois de plus, mais des gouvernements locaux qui sont porteurs d'une ambition particulière, des entreprises, et puis de tous les acteurs qui pourront un peu se fédérer autour finalement d'enjeux concrets et mesurables. Alors il y a les entreprises, gouvernements locaux, les villes, les ONG, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi par exemple des opportunités, je fais un petit clin d'œil à nos amis marocains, puisque cette année c'est eux qui accueillent la COP, et il y a encore quelques jours j'étais à Tanger pour la préparation de la MEDCOP 22. Comme vous le savez, ça va être une COP régionale autour des enjeux du bassin méditerranéen, des pays dits riverains de la Méditerranée. Il y a eu l'année dernière la MEDCOP 21 à Marseille, et cette année elle sera à Tanger les 18 et 19 janvier prochains. Donc là aussi c'est quoi? Ce sont des opportunités de travailler sur ce bouquet de solutions que l'on doit démultiplier. Et ça c'est très important, comprendre, mesurer, mettre en place des indicateurs et démultiplier, évidemment mutualiser. Donc encore une des opportunités pour le réseau climat-développement d'avoir une forte présence avec nos amis marocains, la SVT ou d'autres, et nous bien sûr on sera là-bas aussi.
Alors, pour continuer, je voudrais aussi dire que les entreprises, on va devoir les inclure dans notre bouquet d'actions. Très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles ont pris des engagements. Il y a des initiatives, il y a des engagements dits volontaires. Ça, on sait très bien que jusqu'à présent, ce n'était pas trop mesuré. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de complicité de tous les acteurs pour travailler, par exemple, sur un prix carbone robuste et minimal. Alors ça, c'est très intéressant, vous le savez. Ça veut dire qu'on va essayer de redonner, même si, évidemment, certains me diront ce n'est pas quelque chose qui est basé sur de l'éthique. Ben oui, mais je pourrais vous parler d'autres initiatives basées sur du carbone éthique. Certains connaissent Éthique Carbone Afrique ou Éthique Carbone. Mais évidemment, on voit bien qu'on a besoin à nouveau de refluidifier un marché qui va essayer d'adosser une valeur économique finalement à de la performance, à de la sobriété. Et une fois de plus, nous devons ne pas être les oubliés. Cette fois-ci, l'Afrique, les États insulaires, les petits États insulaires doivent faire partie des acteurs majeurs et donc doivent s'engager dès à présent. On a déjà des acteurs africains engagés, le Sénégal, le Maroc, le Rwanda, l'Éthiopie, qui ont déjà déposé des projets au Fonds vert. D'autres ne l'ont pas encore fait suffisamment, d'autres ont des opportunités. N'oubliez pas que les règles changent. Il va y avoir du financement pour à la fois accompagner les États, accompagner les structures non étatiques, mais aussi une fois des projets déposés pour aider à financer et à ficeler les études de faisabilité à hauteur de, et ça pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est important, 10% du montant total du projet dans la limite d'1 million de dollars. Donc vous voyez qu'il y a des sommes qui se mettent en place. Il n'y a plus simplement l'accès au financement qui est important, mais aussi à la capacité à mettre en œuvre des projets. Alors je continue encore en vous disant, ne pas oublier qu'il y a des acteurs extrêmement importants vis-à-vis de toute cette mise en œuvre qui sont les gouvernements dits locaux, sous-nationaux. Souvenez-vous, il y a de plus en plus de mobilisation, il y a des villes qui s'engagent, il y a la Convention des maires qui viennent maintenant en Afrique, il y a des villes qui veulent être 100% énergie renouvelable, il va y avoir aussi, vous le savez, Habitat 3 à Quito, donc au mois d'octobre. Donc tout ça pour dire qu'il y a un gros agenda positif qui va concourir à mettre en œuvre des engagements concrets. On sait bien que les villes africaines finalement ont un problème souvent de décentralisation et de moyens, mais néanmoins n'oubliez pas que ce sont des sujets que vous, société civile, que nous, société civile, ne devons pas sous-estimer, sachant que l'essentiel de l'urbanisation dans les prochaines décennies va se passer en Afrique. On sait très bien qu'il va y avoir 40 000 nouveaux urbains en Afrique par jour. Donc imaginez la pression, avec plus de 2 milliards d'urbains dans les 20-30 prochaines années. Donc vous voyez bien que tout ça va créer de la compétition sur l'usage des terres, sur les besoins en construction, en énergie, en nouveaux investissements. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous devons nous mobiliser. Et puis j'ai envie de vous dire, ce sont des acteurs qui vont être de plus en plus sur des angles de coopération que nous n'avions pas encore vus. Par exemple, les 3 régions belges et la ville de Paris ont commencer à abonder le Fonds vert pour le climat. C'est une grande nouveauté. Et donc on voit bien qu'il y a un processus qui se met en œuvre avec une complicité de tous les acteurs et nous, on va devoir être en mesure de les motiver, mais aussi de les aider à mesurer la qualité de leur performance, que ce soit en termes d'investissement, de renforcement de capacité et bien sûr aussi tout ça à différents échelons pour arriver à un échelon agrégé au niveau national. Enfin, je vais vous donner encore 1 ou 2 petits détails pour vous montrer l'importance de notre mobilisation sur des angles nouveaux de coopération et d'expertise. Par exemple, le bâtiment. Alors vous savez que c'est un sujet sur lequel Énergie 1050 est très mobilisé depuis des années. Par exemple, le bâtiment. Le bâtiment aujourd'hui, il est déjà dans quasiment plus de 60 CPDN. Les villes, je crois qu'elles sont plus de 80 CPDN. Les bâtiments a eu sa première journée officielle, une alliance, avec beaucoup de nos amis du Sud qui étaient présents, parce que, vous le savez tous, c'est 30 à 40% à la fois du problème des émissions de gaz à effet de serre, et vous l'avez compris avec les besoins en urbanisation, des solutions. Donc là, on va devoir se mobiliser, se réapproprier des pratiques de construction adaptées aux pays, avec des climats tropicaux par exemple, si on prend l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, subsaharienne, ou même l'Afrique de l'Est. Donc vous voyez que tout ça, ça continue à bouger, mais nous crée des nouveaux, j'ai envie de dire, impératifs de connaissance et de compréhension pour agir collégialement, tout ça étant bien évidemment inscrit dans le cadre des CPDN et donc des CDN à venir, puisque chaque fois qu'on aura des angles de travail sur des choses concrètes, on pourra l'adosser à des mesures, évidemment mesurer avec des indicateurs, mais enfin être en capacité d'attirer des financements parce que évidemment tout ça va concourir à cette transparence globale que les bailleurs nous demandent, mais aussi que nos États, qu'on soit au nord ou au sud, vont nous demander. Alors, pour terminer sur ce sujet-là, n'oublions pas que l'appel de Paris pour le climat invite l'ensemble des acteurs à s'engager.
Je rappelle qu'aujourd'hui, il a été signé par quasiment 850 organisations, 400 entreprises, 120 investisseurs, 150 villes et régions, et que ça représente quasiment 150 millions de personnes et 11 000 milliards d'investissements US. Alors à ce sujet-là, évidemment, aujourd'hui, un des gros travaux du secrétariat va être de traduire tout ça en choses concrètes pour qu'il y ait un dénominateur commun. Maintenant, évidemment, tout ça reste à construire grâce à vous, nous, pour que Marrakech devienne la conférence climat des solutions. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà un peu dérivé. Vous voyez bien que je continue à être confiant, mais néanmoins méfiant et en vigilance. Nous devons tous être confiants parce que quelque part, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rater cette opportunité collective. Bien sûr, nous devons être en hyper-vigilance parce que malheureusement, les précédentes années ont déjà témoigné que les engagements n'étaient pas adossés à de la réalité. Mais nous devons continuer à penser et à plaider pour que ce développement inclusif, participatif, bas carbone doit être en priorité porteur d'adaptation, de résilience, d'un mieux vivre, je parle pour les pays en développement, avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. Et je crois que dès lors que l'on a un message, quel que soit l'échelon et quel que soit notre interlocuteur, ce point d'entrée est la véritable opportunité pour les pays en développement pour non seulement recréer du sens à tout cet accord, mais aussi quelque part être en capacité progressivement de construire un bouquet de solutions qui soit mesurable, reportable, vérifiable et qui soit toujours en capacité d'être démultiplié. Donc je suis désolé d'être à nouveau, je veux dire simplement par vidéo avec vous. Vous avez compris qu'on est avec vous par le cœur et on souhaite des débats fructueux. On se reverra tous, j'imagine en grande partie à la Med COP 22 au mois de juillet à Tanger et bien sûr d'ici là par des échanges et enfin à Marrakech, en espérant que d'ici là, on aura tous un petit sac à dos plein de solutions qui pourront contribuer à la mise en œuvre de cette ambition pour laquelle tous on plaide. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.